Alors, nouveau chapitre sur transmettre et stocker l'information, pas mal de vidéos qui sont à votre disposition sur la page ou sur l'ENT. Et voici la partie transmise et transcrite du cours. Alors, on va parler dans ce chapitre des chaînes de transmission, bon, rien de très très compliqué, de la numérisation d'un signal, de qu'est-ce que c'est qu'une image numérique et quelles sont ses caractéristiques, et puis savoir comment ça se passe, comment se fait la transmission d'un signal, quelles sont les différentes possibilités. Et enfin, on va parler du stockage numérique, par quel support et comment ça se passe en fait ce stockage. Alors, première partie, la chaîne de transmission. Vous allez voir, c'est ludique. Bon, donc on a les trois mignons qui souhaitent envoyer un SMS à trois autres mignons qui sont situés ailleurs sur la planète. Ces trois mignons vont envoyer un message. Ce message, lui, est transmis par les airs à l'antenne, qui va relayer l'information par un câble au satellite. Le satellite, la parabole. La parabole, elle, transmet dans les airs une information au satellite et même chose de l'autre côté. Donc on va avoir différents types de transmission que l'on verra un petit peu plus tard, mais ça c'est une chaîne de transmission. Une information va à l'antenne, l'antenne envoie une information à la parabole au satellite, et même chose à l'inverse, du satellite à de la parabole à l'antenne, et de l'antenne au message, au téléphone, pour que les trois autres mignons puissent recevoir l'information. Voilà, ça c'est une chaîne de transmission, c'est ce qu'on vous demande de savoir faire dans certains exercices. Alors maintenant, pour numériser un signal, parce que c'est bien beau d'avoir compris qu'il fallait l'envoyer, pour l'envoyer, il faut le numériser, c'est-à-dire qu'il faut passer d'un signal analogique, qu'on appelle un signal continu, avec tout un tas de valeurs, à un signal numérique qui, lui, n'est pas composé de milliards, de milliards, de milliards de valeurs, simplement c'est un nombre défini de valeurs, c'est ce qu'on va appeler un signal discret. Ce signal, il va être constitué de 0 et de 1. Pour ça, on va devoir échantillonner et ensuite quantifier. Donc, sur ce graphique, on voit le signal analogique, qui est bien un signal continu, avec une infinité de valeurs possibles en chaque instant. Et il va falloir l'échantillonner, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un découpage régulier dans le temps. On va dire toutes les secondes, on va relever une valeur pour ce signal. De la même façon, on va quantifier, c'est-à-dire qu'on va attribuer un nombre à chaque valeur de notre signal. Donc, les trois quarts du temps, ça va être la valeur d'une tension. Donc, si on regarde ici, donc il y a le signal analogique en rouge, le signal numérique en bleu, donc sous la forme d'un escalier. Il va de soi que plus on va être précis, plus l'intervalle de temps entre chaque valeur est petit, plus on va se rapprocher de la réalité, plus on se rapproche du signal. Pareil, plus le nombre de valeurs possibles pour la tension est grand et plus on se rapproche du signal analogique. Donc pour bien numériser un signal, pour se rapprocher, il faut avoir une fréquence qui soit la plus grande possible, c'est-à-dire des intervalles de temps, une période d'échantillonnage toute petite. Et verticalement maintenant, il faut avoir le plus de valeurs possible pour pouvoir bien quantifier le signal. Donc qu'en est-il de cet échantillonnage et de cette quantification du signal? Je l'ai dit tout à l'heure, une fréquence d'échantillonnage et une période d'échantillonnage qui sont reliées par la même formule que n'importe quelle période et n'importe quelle fréquence, à savoir t égale 1 sur f ou f égale 1 sur t. Donc on fait un découpage dans le temps de façon régulière. Dans le cas de ce signal, par exemple, on a 4 secondes pour 4 millisecondes pour le signal et on l'a découpé en 16 parcelles différentes. On a donc une période d'échantillonnage de 4 sur 16, à savoir 0,25 millisecondes. Pour avoir la fréquence d'échantillonnage, il suffit de faire 1 sur t et on obtient une fréquence d'échantillonnage de 4 kHz ou de 4000 Hz. Concernant la quantification, c'est-à-dire le découpage vertical de notre tension. Pour ça, il va falloir qu'on choisisse et qu'on définisse des valeurs avec seulement des 0
et des 1. Donc alors chaque fois qu'on a 0, 1, ça compte pour 1 bit. Donc si on veut avoir deux possibilités, seulement deux valeurs, on va prendre 1 bit. Si on veut avoir 4 valeurs, on aura 2 bits. Les valeurs possibles, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Alors, vous regarderez, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le langage binaire, je vous ai aussi mis en lien une vidéo sur comprendre le langage binaire. Dans ces cas-là, on aura 2 bits. Si on a 3 bits, on aura 2 puissance 3 valeurs possibles. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 1 et ainsi de suite, ça nous fera 8 valeurs possibles. Si on a n bits, on a 2 puissance n valeurs possibles. Évidemment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, plus il y a de valeurs possibles, plus notre numérisation sera fidèle et se rapproche du signal numérique. Pour quantifier tout ça, on va passer par ce qu'on appelle en physique le pas. Et le pas, c'est la plage des valeurs divisé par le nombre de possibilités. Ici, notre plage, elle va de -2 à 2 volts. Alors, toutes les valeurs ne sont pas utilisées, mais c'est notre plage. D'accord? Donc, on a 4 volts de plage et on a 16 possibilités de valeurs. Le pas sera donc 4 sur 16, 0,25. Plus le pas est petit, plus la numérisation est précise. Donc plus on va coder ça sur un nombre de bits important et plus ce sera précis. Ce pas là, entre parenthèses, c'est ce que en SI vous appelez le quantum, d'après ce que vous m'avez dit. Donc que vous utilisiez cette version-là ou la version SI, ça marche très bien dans les deux cas. Maintenant qu'on a compris comment on passe d'un signal analogique à un signal numérique, on va essayer de transcrire ça à une image. Donc une image réelle, on la voit, on a une infinité de possibilités et cette image, elle peut être numérisée et la qualité de la numérisation va dépendre du nombre de pixels qui va constituer l'image. Plus elle va contenir de pixels, plus elle sera de grande qualité. Entre ces deux jocondes, on en a une qui a un très grand nombre de pixels et une autre qui a un nombre plus petit de pixels. Alors, pour savoir la définition d'une image, il suffit qu'on trouve combien de pixels constitue cette image. Donc il nous faut le nombre de pixels horizontal et le nombre de pixels vertical, on multiplie et on a le nombre de pixels total. Dans le cas de cette image numérique de pas très bonne qualité, on a 42 x 30, ça fait 1260 pixels. Pour un petit exemple, que vous voyez bien la différence entre des images de définition différentes, on en a une à 16 000 et quelques pixels, une à 4000 pixels, à 1000 pixels et puis à 256 pixels. Et évidemment, on revient bien à la même chose, plus on a de pixels et plus la définition de l'image est bonne. Alors, un petit exercice ensuite. On va stocker une image. Dans ce cas-là, c'est une image en noir et blanc. Si c'est noir et blanc, on n'aura que deux valeurs possibles, 0 pour noir, 1 pour blanc. Si on veut stocker une image en noir, blanc et gris, ben là par contre, on n'a pas que deux possibilités. On va avoir 256 couleurs possibles si on a 8 bits. Pourquoi? Parce que ça fait 2 puissance 8 possibilités. Ça fait 256 couleurs possibles. Quand on stocke une image en noir, blanc, gris, souvent c'est codé sous forme de 8 bits par exemple, et on aura 256 couleurs possibles. Je précise juste que 8 bits correspond à un octet. Si on veut stocker une image en couleur, cette fois-ci, chaque couleur peut être décomposée en les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Cette fois-ci, on va avoir donc 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu, ce qui fait 24 bits au total, 24 bits, 3 octets. Et dans ce cas-là, on aura 2 puissance 24 possibilités. Donc attention, ça fait 16 milliards et quelques, je crois, de possibilités. Donc là, ça nous fait beaucoup plus de possibilités. Stocké en noir et blanc, attention, noir et blanc, ça ne veut pas dire gris aussi. Ça va prendre seulement 1 bit. Stocké en noir, blanc et gris, sur 8 bits, ça va prendre 256 possibilités pour chaque pixel. Et en rouge, vert, bleu, en image couleur, on va avoir 2 puissance 24 possibilités si on est en 24 bits.
on va définir la taille d'une image par le nombre de pixels fois le nombre de bits ou le nombre d'octets. Ça dépend si on veut avoir la taille en bits, mégabits, kilobits, etc. ou en octets, mégaoctets, kilooctets, etc. Donc pour la taille, on fait la définition, nombre total de pixels, qu'on a vu à la page précédente, fois le nombre de bits, c'est-à-dire le nombre de possibilités pour un pixel. Cette image qui est là, est constituée de 25 pixels verticaux, 25 pixels horizontaux, et on a 256 nuances de gris possibles. Donc on multiplie le nombre de pixels à l'horizontale par le nombre de pixels à la verticale par le nombre de bits utilisés, à savoir 8 bits pour nous. Ça nous fait 4000 bits, donc 4 kilobits. Si on avait voulu donner la réponse en octets, puisque c'est possible aussi, on aurait eu 25 pixels verticaux fois 20 pixels horizontaux fois 1 octet, puisqu'on a 8 bits, soit 1 octet, ça nous fait 500 octets pour stocker cette image qui n'est pas d'une grande définition. Alors, si on essaie de comparer la définition d'une image, vous avez par exemple sur cet avion la partie de gauche qui est représentée par 8 bits, la partie de droite par 24 bits, si vous voyez notamment au niveau du ciel, hein, c'est surtout là qu'on voit la différence. C'est beaucoup plus net dans le cas du 24 bits. Si on prend un codage couleur, donc sous la forme rouge, vert, bleu, 8 bits par couche, on a dit que ça allait nous faire 256 fois 256 fois 256. Ah là, il y a une erreur, c'est pas 224, mais c'est 2 puissance 24. Ça fait 16 millions, je crois que j'ai dit milliards tout à l'heure, je me suis trompée. Ça fait 16 millions de possibilités pour chacun de ces pixels. C'est déjà énorme. Si maintenant on est en codage 16 bits par couche, on va avoir 2 puissance 16 fois 2 puissance 16 fois 2 puissance 16, qui fait 2 puissance 48, là aussi j'ai oublié de passer à l'exposant. Ça fait plus de 4 milliards de possibilités pour un seul pixel. Donc imaginez la taille que peut avoir cette image. Maintenant qu'on est au point sur les images numériques, on revient sur la transmission d'un signal. Tout à l'heure, là, quand il y avait le dessin avec les petits mignons, on avait dit qu'une première partie du signal est transférée sous une certaine voie libre, ça passe dans l'air, et puis une partie du signal est transportée par un câble, et dans ce cas-là, voie guidée. C'est ce sur quoi on va revenir maintenant. Les transmissions libres, ça va être des ondes électromagnétiques émises par les antennes, émises par les téléphones, etc. Donc c'est une onde, ça voyage à la vitesse de la lumière. Ondes électromagnétiques. Ces ondes peuvent être appelées des ondes hertziennes et qui vont être reçues par différents récepteurs. C'est le cas de l'utilisation pour les anciens postes de radio, pour la télévision. Avant, on recevait la télévision par ondes hertziennes, il fallait nous mettre une antenne sous forme de râteau sur le toit. Et puis c'est la même chose utilisée par les GPS, mais dans ce cas-là, ça communique avec des satellites. Pour améliorer la transmission de ces ondes-là, parce qu'on est limité, elles s'atténuent rapidement avec la distance, on peut moduler ces ondes. Donc des fois, vous pouvez tomber sur des exemples de modulation d'ondes pour améliorer la transmission. Nous n'avons pas fait d'exercice, nous, sur ce sujet-là cette année. Transmission libre, ça passe, grosso modo, ça passe dans l'air. Transmission guidée cette fois-ci, il faut passer par un câble. Donc ça peut être un câble électrique, ça peut être un câble sous la forme de la fibre, par exemple. Donc ces câbles, ils vont transporter l'information. Donc on vous donne différents types de câbles qui peuvent être torsadés, coaxiaux. Et dans ce cas-là, l'amortissement va augmenter forcément avec la longueur du câble. Plus le câble est long, plus il y aura d'amortissement. Mais par rapport à une transmission libre, il y a beaucoup moins d'amortissement. Et on vous dit que les champs électromagnétiques qui vont être issus de ces câbles vont avoir tendance à déformer parfois les signaux qui se propagent eux-mêmes dans les câbles. La vitesse de propagation de l'information sera de l'ordre de 2 à 2,5 10 puissance 8 mètres par seconde, donc un tout petit peu moins vite que la vitesse de la lumière. La fibre, eh bien, dans les fibres optiques, c'est des ondes électromagnétiques souvent proches du visible. Ces radiations vont se propager. Vous avez déjà vu logiquement le principe de la fibre optique en classe de seconde. Je vous laisserai vous refamiliariser avec ça. Vous pouvez mettre pause, lire les informations, essayer de comprendre ce qui se passe. Transmission par la fibre optique.
Je vous ai dit tout à l'heure que ce signal, il n'est pas le même, il n'est pas identique au point de départ et à l'arrivée, il y a forcément une atténuation. Cette atténuation va dépendre de la distance parcourue par le signal. Cette atténuation, on va pouvoir la calculer, on appelle ça atténuation ou affaiblissement, qu'on représente par la lettre A, on l'exprime en décibels et c'est en fait relié au rapport entre la puissance du signal sorti par la puissance du signal émis. Donc cette atténuation, elle dépend de la longueur du signal et la formule c'est A égale 10 log de PS sur PE et l'atténuation dépend aussi de la longueur du signal et de ce qu'on appelle le coefficient d'atténuation. Donc on a deux formules différentes, souvent dans les exercices il faut combiner l'une et l'autre. Par exemple, dans ce qui est en dessous, on a un canal de transmission qui a un coefficient d'atténuation de 7,9 décibels par kilomètre. La puissance mesurée à l'entrée, c'est 100 milliwatts. Le récepteur impose que la puissance de sortie ne soit pas inférieure à 3,5 microwatts, donc vous imaginez, il y a quand même une grosse perte entre les deux. Quelle peut être la longueur maximale de ce canal de transmission? Alors, avec la première formule, A égale 10 log de PS sur PE, on peut calculer l'atténuation en décibels, on trouve 45 décibels d'atténuation, et puis en utilisant la formule alpha égale A sur L, on obtient la longueur maximale, qui sera A sur alpha, de 5,7 km. Ça c'est le genre de question qu'on peut vous poser sur la transmission d'un signal. Donc transmission libre ou transmission guidée, et on a de l'atténuation. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans les exercices, c'est le débit binaire. C'est quelle est la quantité de numérisation qu'on est capable de fournir dans un certain temps. Quelle quantité de données numériques est transmise par unité de temps. Ça caractérise la transmission numérique. Plus le débit est grand et plus la qualité sera bonne et plus on pourra transférer des informations qui ont une grande taille. Pour trouver le débit, il suffit de faire n, qui est le nombre de bits en fait de nos données à transférer, divisé par le temps. On a aussi le débit qui est représenté par n fois k fois la fréquence d'échantillonnage. Donc en combinant ces deux formules, vous pouvez souvent retomber sur l'information qu'on vous demande dans les exercices. N, ça va être le nombre de signaux, k, le nombre de bits utilisés, et FE, la fréquence d'échantillonnage. Donc deux formules identiques qui vous permettent de trouver le débit. Des exemples de débit, pour un téléphone classique, ça sera 10 kilobits par seconde, en Wi-Fi 1 mégabit par seconde et en fibre optique 100 mégabits par seconde, de 100 mégabits à 1 gigabit. Donc c'est beaucoup plus rapide par la fibre. Jusque-là, c'était bien ce à quoi on s'attendait. Ensuite, quand vous avez une clé USB et que vous voulez transférer des données de la clé à l'ordinateur ou de l'ordinateur à la clé, bien c'est pareil, il y a différentes générations de clés USB et leur différence, c'est leur débit. Plus la clé est d'une génération récente et plus elle aura un grand débit. Un résumé sur les types de transmission. Donc transmission hertzienne, c'est une propagation libre. Transmission par câble ou transmission par la fibre, c'est ce qu'on appelle propagation guidée. Alors, les avantages de la transmission hertzienne, il n'y a pas de fil, donc il y a une économie grande de matériel. La réception, elle est mobile, c'est pas en un seul point, on peut réceptionner le signal à différents endroits. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est sensible au champ électromagnétique et puis il y a une grande atténuation et une grande perte de signal. Pour ce qui est de la transmission par câble, eh bien c'est facile d'installer, c'est moins cher que la fibre optique. Et par contre, on a une atténuation qui est plus importante et un débit qui est plus faible que la fibre notamment. Et pour la fibre, il n'y a pas beaucoup d'atténuation. Il y a un grand débit numérique, mais par contre, l'inconvénient, c'est que le prix est beaucoup plus élevé. Voilà le résumé des transmissions. Dernière partie de ce chapitre, le stockage de données numériques. Donc pour stocker des informations, on peut utiliser un CD, un DVD, un HD DVD ou un Blu-ray. Bon, ça vous semble un peu dépassé, mais ça c'était les techniques des dernières années pour stocker les informations. Et donc on allait graver les informations sous forme binaire, on allait les graver sur un support et donc faire des petites marques. Et pour lire
pour lire ces informations, eh bien, on utilisait le principe des interférences. Donc, chaque fois que c'était gravé, on avait un trou, donc on va appeler un pit. Et là, c'est la partie qui n'a pas été gravée. Donc, comme ça, on avait une alternance de land et de pit, donc de trou et de boss. On envoyait un faisceau laser et une photodiode venait récupérer ce faisceau laser. Lorsque le faisceau laser passait par un creux, eh bien, on avait un décalage de l'onde et donc du coup les ondes n'arrivaient plus en phase et on arrivait comme ça, la photodiode arrivait à repérer, à voir que les ondes n'étaient plus en phase par rapport au faisceau incident. Donc ça nous permettait de savoir quand est-ce qu'il y avait un creux, quand est-ce qu'il y avait un pic. Quand est-ce qu'il y avait un pit, c'est quand est-ce qu'il y avait un land. Et ça permettait comme ça de lire les informations. Donc évidemment, ce stockage, eh bien, il va être gêné par la taille de ces trous. Bon. Le codage, on revient un petit peu sur le codage d'abord. Le codage des informations, c'est un codage binaire fait de 0 et de 1. Le 0 pour quand ça n'avait pas été creusé, le 1 pour quand c'était creusé, quand il y avait un changement. Donc tout ça, vous pouvez le reprendre aussi, le lire calmement. Ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est la façon dont c'est lu. Il faut que le faisceau envoyé soit capable de distinguer ces trous. On a parlé tout à l'heure des trous qui étaient faits à l'intérieur. Évidemment, plus on veut stocker d'informations, plus il faut que les trous soient petits, sinon on est limité par la taille. On vous dit que sur une piste d'un CD, on a environ 5 km de spirale, c'est déjà énorme, et on a la possibilité de faire environ 22 000 tours sur ces 5 km. Bon. Plus on va faire des trous, plus on va pouvoir insérer de l'information. Le problème, c'est quoi? Le problème, ça va être que notre faisceau lumineux, au bout d'un moment, il va être limité, puisque si on veut faire plus de trous, et si le faisceau lumineux est trop large, eh bien, il va avoir plusieurs trous en même temps, donc on sera incapable d'étudier l'analyse et de faire l'analyse du signal reçu. Il va falloir que le faisceau soit de plus en plus fin et on va être limité par ça. Donc on peut faire varier la longueur d'onde. En faisant varier la longueur d'onde, ça nous permettra de régler certains problèmes, notamment sur le phénomène de diffraction, puisque au bout d'un moment, ce qui va arriver, les problèmes, si les trous sont trop petits, ça peut être le phénomène de diffraction. Ce phénomène de diffraction, on l'a vu en début d'année, et je vous rappelle qu'il est directement proportionnel à la longueur d'onde. Voilà pourquoi en faisant varier la longueur d'onde, on peut éviter et réduire un tout petit peu les phénomènes de diffraction. Au bout d'un moment, on est quand même limité par la taille de ces trous et l'espacement de ces trous notamment. Voilà, c'est proportionnel à la longueur d'onde.